J'ai donné naissance à Raphaël, mais il m'a donné naissance à moi aussi. Voici la déclaration d'amour d'une mère à son enfant, l'amour inconditionnel qui lie Sandrina à son fils Raphaël, décédé d'une rupture d'anévrisme peu avant ses 13 ans. L'histoire d'une renaissance. Si je devais résumer cela en une seule phrase, c'est que mon cœur s'était éteint, je suis devenue une écorchée vive, comme je le dis, mais Raphaël a rallumé mon cœur et il m'a dit « Mais maman, tu as une lumière en toi ». Voici le témoignage d'un amour immortel que Sandrina a choisi de nous livrer pour transmettre de la lumière et de l'espoir à toutes les familles endeuillées et célébrer la vie. Moi, ce que j'ai reçu, c'est un appel de Raphaël à ouvrir mon cœur. J'ai pris conscience en fait que d'abord la mort n'est pas la fin, c'est la fin d'une expérience terrestre. Très vite après son départ, j'ai ressenti sa présence de différentes manières. Entre vous et moi, Sandrina en est persuadée. Si elle a trouvé la force de nous écrire pour témoigner, c'est parce qu'elle est guidée par la lumière de son fils. Je sens que Raphaël m'encourage, parce que c'est mon chemin à moi, m'encourage à porter ce message-là. C'est une promesse d'amour qui ne s'arrêtera jamais. Garde confiance, je suis là. Garde confiance, ose faire des choses que tu n'aurais jamais faites auparavant, par peur, par crainte, par doute. Aie confiance en toi. Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Entre vous et moi. Vous savez, Entre vous et moi, vous la connaissez cette émission, vous l'aimez, elle est pour vous, avec vous et par vous. Et j'allais dire encore plus pour cette émission un peu particulière, parce que figurez-vous que notre invitée nous a écrit. Et vous pouvez, vous aussi, nous écrire. Elle nous a écrit en ne sachant pas si son petit message allait nous parvenir. Ben, il nous parvient, évidemment, et on l'a lu. Et il nous a bouleversés. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors, comme notre invité, eh bien, abonnez-vous à Entre vous et moi. N'hésitez pas à nous écrire, à nous laisser vos messages, vos petits likes. Vous pouvez également nous retrouver en podcast avec les voix de nos invités. Mais tout de suite, je vais vous présenter Sandrina. Alors Sandrina, je ne la connaissais pas. Elle me connaissait par nos émissions. Et elle a senti que c'était le bon endroit, le bon moment et l'environnement propice à ce type de confidence. Vous allez le voir, c'est une confidence incroyable, à la fois bouleversante et à la fois pleine d'espoir pour vous dire que la vie est partout, y compris quand on a l'impression que la mort a pris le dessus. Eh bien non, c'est une émission pleine d'espoir, de joie et vous allez voir, qui va peut-être bouleverser le cours de votre vie. Voilà. Bonjour Sandrina. Bonjour Dominique. Sandrina Ippolito. Oui. Avec une petite consonance italienne. Exactement. Sicilienne. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis belge. Bien sûr. Dans le petit accent aussi, que j'adore. Et moi, je me sens très très proche de la Belgique puisque j'ai des gènes belges. Voilà, donc j'adore ça. Je viens de vous dire que Sandrina nous avait écrit un message. Je ne vais pas vous lire la totalité du message, je vais juste vous lire ce qui m'a bouleversée et ce qui m'a poussée à vous, à te recevoir. Hésites-tu ? Oui. Ok. Ma proposition peut-être volera vers l'oubli ou un impossible rendez-vous. Je n'ai pas de notoriété particulière, ni même publié de livre. Non, je suis juste la mère veilleuse de Raphaël et de Laura. Le reste, vous allez le découvrir. La maman de 2 enfants, Laura qui est ici, visible sur cette terre, Tout à fait. et Raphaël qui n'est plus dans la même temporalité. Tu nous expliques ? Eh bien, c'est-à-dire que Raphaël, eh bien, il a subi, je dirais, voilà, il a eu son parcours terrestre avec quelque chose qui lui est arrivé, qui était imprévisible, un anévrisme. Et donc du jour au lendemain, on se retrouve avec un enfant qui est plein de vie, plein de santé, très curieux, rempli de sagesse. Et la vie est bouleversée en une semaine, puisque Raphaël n'a pas survécu à ce malaise. Et là, quand l'ébranlement total arrive, quand le désespoir, le terrassement arrive, eh bien, tout d'un coup, il y a un appel. Et il y a un appel de Raphaël à voir en plus grand. Et je reprends cette phrase de ma fille où elle me dit « La mort n'est pas la solution, mais elle permet de voir la vie en plus grand ».
Et donc, très vite après son départ, j'ai ressenti sa présence de différentes manières. Et je dirais, si je devais résumer cela en une seule phrase, c'est que mon cœur s'était éteint, je suis devenue une écorchée vive, comme je le dis, mais Raphaël a rallumé mon cœur et il m'a dit « Mais maman, tu as une lumière en toi et ouvre les fenêtres parce que la vie elle est bien plus grande que ça. » Et cet espace-là, qui pour moi était quand même méconnu, en tout cas j'étais dans cette petite cette idée de densité terrestre, de cette vie ici. Et j'ai pris conscience en fait que d'abord la mort n'est pas la fin, c'est la fin d'une expérience terrestre, mais notre âme qui nous habite déjà ici et maintenant fait son parcours et continue son chemin avec en fait encore plus de lumière et encore plus d'amour. Ce que je ressens très fort avec Raphaël, puisque depuis son départ, je ressens d'abord un amour qui dépasse toutes les limites. Il m'apprend à découvrir l'amour qui dépasse toutes les limites. Il m'apprend à découvrir aussi ce qu'est l'amour inconditionnel, ce qu'est œuvrer sur la terre, ce qu'est être une essence divine. Et parfois, on cherche beaucoup, on essaie de tâtonner, on pense qu'on doit faire des choses pour être aimé, alors que cet amour est en nous, en fait, il est déjà là. Alors avec Sandrina, on va découvrir l'histoire de Raphaël et l'histoire de lumière de Raphaël. Parce que ce que j'ai découvert, moi, avec mes invités, à chaque fois que j'accueille ces hommes, ces femmes, connus, inconnus, en tous les cas, ces morceaux de vie, je découvre davantage ce qui m'anime, moi. Et quand on parle de spiritualité, c'est des mots comme ça, un peu vagues, mais c'est ça entre vous et moi. C'est aussi vous permettre de toucher du doigt l'essentiel, pas juste ce qui fait du bruit dehors, pas le buzz, pas les grands mots, pas les gros mots, pas ceux qui frappent, pas ceux qui tapent, mais les mots qui font du bien. Et je peux vous dire qu'on va parler de Raphaël et que Raphaël est là, avec nous. Et si Sandrina est là, je suis persuadée que c'est Raphaël qui nous a demandé de nous mettre en contact. Voilà. Raphaël, il aurait 18 ans aujourd'hui. Raphaël est né le 14 novembre 2007 et sa petite sœur, Laura, c'est important de parler de Laura, elle est née le 27 octobre 2011. Elle a 14 ans. Je l'ai aperçue tout à l'heure en rentrant. Et je pense aussi que Raphaël nous a donné l'opportunité de la rencontrer. Raphaël est décédé d'une rupture d'anévrisme en septembre 2020. Il allait avoir 14 ans. Il avait 13 ans. Il avait 12 ans et demi, donc exactement. il allait avoir 13 ans. Et Laura avait 8 ans et demi. 8 ans et demi. Voilà, elle allait 4 ans avoir de 9 ans. différence. Voilà. Ça a duré une semaine. Cet état, j'allais dire, entre la vie et la mort. On va parler de ce moment-là pour davantage embrasser ce qui va venir après. Tout à fait. Il était devant son ordinateur, comme tous les ados. Ouais. Il jouait à des jeux. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à ce moment-là, en fait, comme tous les dimanches, souvent, on aime faire des grandes promenades dans des parcs près de chez nous. Et j'étais montée donc, au bureau. Je dis, tiens, Raphaël, tu t'habilles, on va aller se promener. C'était un peu avant la rentrée scolaire. Et il était un peu ronchon, mais il aimait bien ses balades. Il dit, écoute, maman, j'arrive, je descends. Et comme souvent le dimanche, j'avais changé mes draps de lit. J'étais en train de faire le lit. Et ma fille était en train de m'aider à faire ça de ses petites mains. Et puis, il est descendu. Et je l'ai aperçu avec son visage était très rouge. Et il m'a dit, maman, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. Je lui ai dit, ah, bah, écoute, tu as fait peut-être une chute de tension. Et je le pose sur mon lit. Et là, très vite, en fait, tout s'emballe. Parce que Raphaël commence à avoir très mal à la tête. Il vomit. Alors, c'était la période Covid et on va dire un peu de manière ignorante, j'ai cru que c'était ça. Mais en même temps, j'ai vu que c'était pas que ça. Parce que Raphaël est tombé très vite inconscient. Donc, le temps de se rendre compte des choses, mon mari appelle une ambulance et tout s'enchaîne. J'appelle mes parents pour venir prendre soin de Laura, puisque nous étions face à une situation très alarmante pour moi. J'avais senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, les ambulanciers arrivent, très vite on le transporte. Et là, quand nous rentrons dans l'ambulance, il y a quelque chose que je n'oublierai jamais, c'est les regards des infirmiers, des médecins qui étaient là. Raphaël était quand même semi-conscient. Et il parlait, il s'agitait beaucoup. Et j'ai vu le regard des infirmiers qui était pas bon du tout. Et je me suis dit, mais moi, mère lionne,
Ok, on va arranger ça, on va le soigner, tout à fait plein d'espoir, bien entendu. Et puis, quand on est arrivé à l'hôpital, restriction Covid, je rentre seule avec Raphaël. Et là, tout de suite, il tombe inconscient, entubé. Je vois 20 personnes autour de lui. Je suis en fait face à une situation, j'observe, mais je n'étais pas là, quelque part. Je pense que j'étais déjà en train de... Mon corps était déjà en train de trouver le mode robot, le mode où on ne réfléchit pas trop. Et heureusement, mon mari me rejoint. Tout de suite après, je crois qu'ils se sont rendus compte de la gravité de la situation. Et Raphaël est amené vers un examen, une radio. Et puis là, un des infirmiers sort et il m'explique voilà, que la situation est catastrophique, il y a des saignements dans son cerveau. Et une question que j'ai cru, dont la réponse était pour moi non, bien sûr, c'est, je lui pose la question, je lui dis mais est-ce que ces jours sont en danger? Et là, il me répond oui. Et là, c'est évidemment le terrassement, le sol n'existe plus. Dans un cri de douleur, avec mon mari, on ne comprend pas ce qui se passe, mais je crie et je dis, il va s'en sortir. Ils ne savent pas qui est Raphaël, il va s'en sortir. Parce que pour moi, c'était une évidence. Suite à ça, il va subir une opération de 5-6 heures. Donc, une opération qui, déjà de la dureté, pour moi, ça m'a paru presque 24 heures. Mon papa me rejoint très vite. Et mon papa, il a été, puisqu'il n'est plus là non plus, il a été d'un... Mon papa avait des bras, quand il me prenait dans ses bras, il me serrait très fort et je sentais sa présence, son amour. Et je me suis littéralement jetée dans ses bras. Quand on est en plein désespoir, on a besoin d'être soutenu parce qu'on n'arrive plus à tenir debout. Alors ce que j'ai fait pendant 6 heures, j'ai gardé le gilet que j'avais de Raphaël dans mes bras. J'ai prié et j'ai parlé à Raphaël. Je lui disais, tiens le coup mon grand. Reste avec nous. Je parlais avec lui de manière tout à fait naturelle. On arrive vers des 11h, minuit, je pense. Et Raphaël a fait quand même un arrêt cardiaque pendant l'opération. Mais il est revenu à lui. Et je pense qu'en fait, il nous a été donné cette semaine. Je pense qu'on avait besoin d'être encore ensemble pendant une semaine. Donc il revient à lui et au moment où on le met dans cet endroit que je n'arrive même pas à imaginer, on ne peut pas imaginer que des soins intensifs pour enfants existent. C'est un endroit où on n'a jamais envie de mettre les pieds et qui ne devrait même pas exister, mais on y est. Dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre, on dirait un bunker. Et Raphaël a des embranchements partout. Et je parle directement, je dis Raphaël, je suis contente de te retrouver, je lui explique ce qui lui est arrivé. Et là, il y a des larmes qui coulent. Donc je sais que Raphaël m'a entendu et qu'il était encore en conscience, je pense à ce moment-là, je parle vraiment physiquement parlant. Et bien sûr, je passe la nuit là, je reste là et mon mari rentre pour être auprès de Laura. Et là, pendant toute la nuit, bien sûr, à partir de ce moment-là, je me place à sa droite et je resterai là pendant une semaine et je lui tiens la main. Mais je vois des infirmiers rentrer, sortir et son cœur commence à faiblir. Ils sont inquiets. Le lendemain, le médecin arrive et me dit, voilà, écoutez, on va faire une autre intervention pour essayer de cautériser les artères qui ont explosé totalement. C'est une explosion, en fait, qui s'est passée dans sa tête. Et l'intervention ne dure pas longtemps, 1-2 heures. Et on m'explique qu'en fait, ce qui s'est vraiment passé au niveau de son cerveau, donc comme des nids, des artères qui ont formé des nids. Et en fait, je leur dis, mais pourquoi j'ai pas vu ça avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, la culpabilité de parents qui ne comprennent pas. Alors, probablement que c'était là depuis la naissance, ou probablement pas. On est devant le fait accompli et on nous explique que le chemin va être long. Et alors, moi, je me dis, mais il n'y a pas de problème. Je suis une lionne, on va faire tout ce qu'il faut, on va faire tous les soins nécessaires. Même pas peur. Et puis, son cœur commence vraiment à décliner. Et là, on change d'hôpital. On va à l'hôpital Reine Fabiola, qui est spécialisé notamment au niveau cardiologie et qui est un hôpital des enfants. En Belgique? En Belgique, toujours en Belgique. Et là, rien que le déplacement va durer 1 heure, puisqu'il est branché par plein d'appareils. Évidemment, mon mari était là, mon papa est arrivé. Et pendant tout ce temps où les médecins vont rebrancher, changer de lit pour pouvoir ensuite l'amener en ambulance, j'avais pris avec moi le doudou de Raphaël. Il faut savoir qu'à 12 ans et demi, on n'a plus besoin de doudou. Bobby. Mais pour moi, j'avais dit à mon mari, il faut que tu m'amènes Bobby. Et pendant tout ce temps, j'attends dans le couloir et j'aperçois les autres chambres. Et je vois les autres enfants. Et je vois une fille au loin qui sourit, qui à mon avis été aussi opérée au niveau de la tête en tout cas, et qui me regarde. Et j'ai Bobby dans mes bras.
Et j'avais envie de lui donner, mais je dis, mais je ne peux pas, c'est à Raphaël. Mais ce sourire de cette petite fille, en fait, il m'a sauvée à ce moment-là. Je me dis, cette petite fille sourit, elle est sur son lit. Je ne sais pas ce qu'elle vit. Je voyais ses parents autour et je me dis, bon, ok, bah, le combat continue, quoi. Moi, c'était, on continue. La guerrière qui est en moi, ok, bah, on a besoin de changer d'hôpital, on change d'hôpital. Et puis voilà que le transport se fait. En ambulance, avec un médecin, 2 infirmières, les machines s'emballent. On est en pleine autoroute, dans cette ambulance. Et moi, en fait, je suis assise là. J'entends cette ambulance qui sonne. Je suis déjà dans un état second. Et ok, on s'arrête, on rebranche, on repart. On continue. On arrive à l'hôpital. On arrive dans le soin, donc au niveau des urgences, là. Et là, on a un ami qui nous rejoint. Il faut savoir que donc, la période Covid, il ne pouvait pas avoir de contact ni rien du tout. Donc, mais ça m'a redonné espoir. De nouveau, il a fallu attendre 1 heure pour que Raphaël soit transféré dans sa nouvelle chambre et qu'on rebranche tous les appareils et qu'on s'assure que tout va bien. Et puis comme ça, parfois, le hasard de la vie est assez étonnant. Je rentre dans cette chambre et je vois qu'une des infirmières est une sœur à une de mes collègues. Un regard qui m'a rassurée. J'ai vu très vite que l'équipe était extrêmement bienveillante, d'une douceur et d'une présence totale. Et pourtant, ça n'est pas évident. Comme j'explique, les soins intensifs pour enfants, c'est pas un endroit qu'on avait visité. Et par contre, sa chambre, elle a des grandes baies vitrées et il y avait beaucoup de soleil. Et ça, je me suis dit, enfin, on peut voir le ciel. Et enfin, Raphaël, il voulait être astronaute, donc le ciel, les étoiles, les planètes, c'était son domaine. J'ai dû voir Raphaël, il commençait presque à faire nuit. Maintenant, on va pouvoir voir le ciel et les étoiles. Et on a commencé comme ça. Et puis c'est poursuivi 1, 2 jours. Alors une assemblée de médecins qui viennent, qui nous expliquent, on comprend une partie, on ne comprend pas tout. Bien sûr, j'appelle le pédiatre qui nous suivait, qui est évidemment terrassé par la nouvelle, qui prend de nos nouvelles. Et puis c'est prendre contact avec l'école, annoncer cette nouvelle. Alors que Raphaël venait de rentrer dans cette nouvelle école, il était déjà bien connu puisque tout le monde m'a dit... Qu'est-il arrivé? Que s'est-il passé? Alors j'essaie d'expliquer d'une manière ou d'une autre et je leur disais mais il va revenir, hein. Je dis il va revenir, hein. Je dis laissez-lui le temps de récupérer, il va revenir. Et puis Laura n'avait toujours pas vu son frère à ce moment-là. Les médecins ne voulaient pas trop de visites, mais Laura était très très mal. Elle m'a dit mais tout le monde a vu Raphaël et pas moi. Alors les jours passent, on fait un premier IRM. Donc Raphaël est toujours, on va dire, vivant. Il n'y a pas de mort cérébrale. Le cerveau a été fortement impacté. On ne sait pas encore me spécifier exactement quelles sont les séquelles. On vous en parle, on vous le dit. Ce sont des mots très durs à entendre, mais les médecins doivent vous dire la vérité. Ça fait partie du lot. Et en fait, le mercredi, donc après l'école, voilà, les médecins m'ont dit que Laura pouvait venir. Et donc, mon mari était là chercher et on a préparé sa venue avec une psychologue pour lui expliquer parce que ça n'est pas évident de voir son frère dans cet état-là. Quoique les infirmières l'ont vraiment bien préparé, elles l'ont vraiment installé. Il y avait quelques petits branchements qu'on avait pu un petit peu camoufler comme ça. Mais je vais vous dire, sur ce lit d'hôpital, Raphaël était encore plus lumineux que jamais. Et donc voilà, avec notre psychologue adorable, on a préparé cette venue, mais Laura écoutait, mais elle dit « mais moi je veux voir mon frère en fait ». Et puis on traverse ces couloirs que j'ai détestés évidemment, et elle arrive devant son frère. Et là, elle n'avait pas peur, elle s'est bien sûr jetée sur son frère, elle lui a fait plein de câlins, elle lui a amené des dessins, des ballons, elle voulait rendre cette pièce joyeuse. Et on a passé toute l'après-midi ensemble. Et puis dans un souci de maintenir une forme de normalité, je dis à Laura, on va faire tes devoirs maintenant, on va les faire ensemble, on va sortir une petite heure parce qu'il y a une maison pour les parents qui était là. Un endroit absolument incroyable qui permet aux parents de loger près de l'hôpital et aux familles. Et donc je fais découvrir cet endroit à Laura, on fait ses devoirs, je me souviens très bien des devoirs qu'on faisait, et puis je dis, écoute, on va retourner maintenant parce qu'après tu vas rentrer avec papa. Et là Laura me dit, mais maman, notre maison elle est ici maintenant. Je lui dis, oui, mais demain tu as école, donc c'était très dur pour elle de partir. Et puis donc voilà, elle prend le temps de saluer, mais mon mari me dit, mais c'est bizarre, les paramètres commencent à changer. Je lui dis, mais non, t'inquiète pas. Je dis, tu sais, les infirmières sont là, elles observent non-stop. Il était inquiet, puis je lui dis, mais t'inquiète pas, tu sais, il est tard, maintenant il faut rentrer, il faut déposer Laura à la maison. Et à peine est-il arrivé à l'ascenseur que les paramètres dégringolent. Tout le monde s'inquiète, je vois des infirmières, des médecins, donc j'appelle mon mari, je dis, écoute, reviens. Je dis, apparemment, les paramètres sont en train de dégringoler.
Et là, alors moi j'étais pas du tout prête à ça. Donc les médecins disaient même que si son cœur s'arrêtait, on n'allait pas le réanimer. Je ne comprenais pas ce qui se passait et j'ai vu une foule. Et moi, je me suis accrochée à mon fils. J'ai pris sa main, je dis Raphaël, n'écoute pas ces médecins, reste avec nous. Reste encore. J'ai besoin que tu restes. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, je pense qu'il attendait sa sœur, peut-être, pour partir. Mais je n'étais pas prête du tout. Ni moi, peut-être même lui, je ne sais pas. Et de là, mes parents sont arrivés pour prendre en charge Laura. Et là, il y a eu la grande main bienveillante de ma maman qui m'a dit, écoute, tu ne peux pas retenir Raphaël. Elle m'a dit, s'il doit prendre ce chemin, ne le retiens pas. Je n'ai pas tout de suite pu concevoir cette phrase, mais ma maman, c'est mon plus grand repère, c'est l'amour absolu. Et je sais que ce qu'elle me dit a toujours beaucoup de sens. Et je me suis dit, ok, j'aime mon fils de manière tellement démesurée, je n'ai aucune limite pour mes enfants, aucune. Autant de choses me font peur dans la vie, mais là je sais que tout est possible, que je suis capable de tout. Et Raphaël se stabilise. Bizarrement, ses paramètres s'améliorent même un petit peu. Le lendemain, Laura va quand même à l'école, dans ce souci de normalité. Un autre médecin arrive, il y a un changement, un roulement, et ce docteur, est d'origine italienne. Donc déjà, je ne sais pas pourquoi. Docteur Viccilan, ça, j'oublierai jamais. Un petit lien. Un petit lien, de sang. très gentil, et qui m'a expliqué qu'on allait revoir tous ces paramètres et voir où est-ce qu'on en est. Il faut savoir que tous les soirs, vous avez ce rendez-vous dans cette chambre de l'horreur, comme je l'appelle, où les médecins vous font part de ce qui se passe, des examens, etc., et de tout ce qui est possible. On vous dit, il peut faire un arrêt cardiaque, il peut pas se réveiller ou se réveiller. Et on me parle ce jour-là d'essayer justement de le permettre, parce qu'il était en coma, on l'a mis dans un coma profond, de peut-être soumettre le réveil de Raphaël en diminuant les médicaments. On me dit qu'on devait mettre une sonde pour le nourrir. Donc pour moi, c'était un petit espoir, un autre médecin, une autre façon de voir, et qu'on allait lui mettre des électrodes pour voir comment fonctionne son cerveau. Et là commence un drôle de moment. On dirait que je retournais en arrière, comme quand Raphaël était tout bébé. Il faut savoir qu'à 2 ans et demi, on prend sa douche tout seul, on est surtout Raphaël, un ado libre et hyper indépendant. Et l'infirmière, d'une extrême gentillesse, me dit « Mais est-ce que vous voulez donner de la toilette à votre enfant ?» Mais je dis, mais merci, enfin je vais pouvoir faire quelque chose pour mon fils, pouvoir faire quelque chose, être là. Et donc j'ai pu le laver. Elle m'a dit, mais vous voulez lui faire un massage? Je dis, mais parfait, avec de l'huile de lavande douce. Alors il faut savoir que Raphaël joue au piano, c'était un artiste complet. Et j'ai mis les petites musiques qui jouent au piano, puis j'ai mis musique d'ambiance et j'ai pu le masser. Et en fait pour moi, ce moment de massage, c'était un peu comme si je sculptais une sculpture en fait, parce que Raphaël avait un visage d'ange. Et j'ai pu passer mes doigts autour de son visage, autour de ses lèvres. Et c'est vrai que c'était un moment de connexion totale. Et je dis, ok, tu vois, là, je suis en train de prendre soin de toi, un peu comme tu étais bébé. On lui donnait une sonde, c'était une base de lait avec toute une série de vitamines. Tu redeviens un peu cet enfant que je peux câliner, où je peux brosser tes cheveux, je peux te masser, je peux avoir ton contact de peau à peau, te laver. Il y avait vraiment comme si une boucle était en train de se refermer. Et ce moment-là suspendu était incroyable. Alors j'avais demandé à ses amis, donc parce que Raphaël avait beaucoup d'amis, de faire des petites vidéos, auditives. Et j'ai fait écouter toutes ces vidéos parce que pour moi c'était important qu'il entende tout ce qui se passe autour de lui. J'arrêtais pas de lui parler aussi bien des soins qu'il est en train de recevoir, de lui dire, tu sais, un tel m'a téléphoné, tout le monde pense à toi. Il faut savoir que j'ai une cousine à ma maman qui est venue en bas de l'hôtel pour faire des prières. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai vu des personnes de toute confession religieuse prier pour Raphaël, même hors confession religieuse, mais une humanité qui s'est rassemblée autour de lui. Il a soulevé quelque chose d'incroyable. Bien sûr, les gens étaient inquiets pour lui, mais étaient aussi en plein espoir pour lui. Et puis voilà, et puis le médecin, 2-3 jours après, m'a dit, écoutez, on va faire un IRM. Parce que là, il faut voir au niveau suite aux électrodes, on se pose beaucoup de questions, il faut qu'on fasse un bilan. Et ce jour-là, j'accompagnais Raphaël partout, puisque moi j'avais décidé de ne plus quitter cette chambre. Ma place était à sa droite, je lui donnais la main, je dormais sur ce fauteuil à côté de lui, mais je devais entendre son cœur qui bat, je voulais entendre ce souffle.
Et puis, on arrive là près de l'IRM et je pense qu'ils ont compris que j'avais besoin d'être un peu écartée. Je n'ai pas pu rentrer dans la salle. Et là, je rencontre une dame qui me parle d'administratif, qui me parle de moi, je suis là, oui, faites-moi un certificat pour l'école, c'est important. Voilà, donc bien, toujours la guerrière en force. Et bien sûr, mon cœur était près de Raphaël. Et puis, suite à cet examen, donc nous récupérons Raphaël, c'était un vendredi. Laura arrive, hein, bien sûr, et elle compte passer le week-end avec nous, donc dans la maison de mes parents. Et elle me dit, maman, il va se réveiller. Hein. Je dis, oui, ma chérie, tous les espoirs sont permis. Et puis le soir même, mes parents sont venus. J'ai demandé aussi à un ami prêtre à nous de venir prier avec nous. Et il y a quelque chose qui m'a dit, il s'appelle Guy. Tu sais, à un moment donné, j'ai bougé, je me suis levée, j'ai embrassé mon beau-père, ma belle-sœur. Les paramètres de son cœur changent. Quand tu te déplaces, ça change. Alors moi, je n'observais pas ça. Je ne m'en rendais pas compte. Et il m'a dit, je sens, en fait c'est vrai que je sentais dans cette chambre, il y a un amour extraordinaire et une lumière extraordinaire. C'était palpable, hein, c'était vraiment palpable autour de Raphaël. Et je vous dis, il était, et pourtant branché par des machines, il était tellement beau et tellement lumineux, c'était assez impressionnant. Et donc, je reviens à l'examen, et là, on arrive de nouveau dans cette chambre de l'horreur, et là, je ne sais pas pourquoi, je m'accroche à mon mari encore plus fort, je me tiens à son bras pour ne pas sombrer. Et là, on me dit, voilà, suite à l'IRM, Raphaël est en mort cérébrale. Et que, en fait, c'est les machines qui tiennent son cœur en train de vibrer. Alors là, en fait, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de sol, il n'y a plus rien. Tout explose et j'implose de l'intérieur. Et là, je me suis souvenue de la phrase de ma maman et je me suis dit, tu vois là, on ne va pas s'acharner sur lui. Et mon mari, Laurent et moi-même, on s'est dit non, s'acharner, non. Parce qu'on aime beaucoup trop Raphaël que pour faire ça. On n'a pas le droit. Et je me suis dit, ok, maintenant ce chemin, c'est celui-là. J'ai dit à Raphaël, je t'accompagnerai jusqu'au bout, sans savoir ce qu'allait être notre futur. Et je dis, ok, c'est comme si je m'étais retroussé les manches. Ok, mais Raphaël, on va t'accompagner jusqu'au bout. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, ni comment ça allait se passer, mais dans moi, la mère veilleuse, là, la mère qui veille, et la mère lionne, je n'allais pas céder là maintenant. Non, ce n'était pas le moment. Et donc, on décide avec les médecins de faire cela. C'était le lendemain, le samedi. Et donc la nuit passe, vendredi, je dors auprès de Raphaël. Alors les infirmières extraordinaires m'ont mis un lit à côté de Raphaël. Elles ont compris que je ne pouvais pas me détacher de lui. J'ai pu le prendre dans mes bras, vraiment de dormir avec lui dans les bras. Le lendemain, j'ai pu faire ce... J'avais tellement besoin que dans mon cœur et dans ma tête, et que je le disais à haute voix, j'ai 2 enfants et j'aurai toujours 2 enfants. Et donc on s'est retrouvés dans ce lit avec Raphaël, donc le lendemain, avec ma fille Laura et mon mari. Et vu de l'extérieur, ma maman m'a dit, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau de ma vie. C'était une union sacrée, c'était notre famille, qui est toujours la même famille d'ailleurs, mais qui est une famille qui est transformée, qui a grandi encore plus. Et pour moi, j'avais besoin de le dire à voix haute pour que Laura l'entende et que Raphaël l'entende aussi. Et que cela ne pouvait pas changer. Et donc voilà, vendredi soir arrive, et samedi matin, je vais récupérer Laura dans la maison de parents. Je dis, mon mari, repose-toi encore un peu, on prend le petit déjeuner dans un endroit qui est incroyable, des personnes d'une bienveillance, ce sont tous des parents qui souffrent, tous des parents qui sont là. Et alors je réponds à 2-3 messages, mais voilà, très très peu, c'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Je devais être focus Raphaël, focus Laura. Et puis, je sors de cette maison, il y a un petit jardin, un petit chemin qui mène à l'hôpital. Et à ce moment-là, j'avais la petite main de ma Laura, et je ne sais pas pourquoi. Il y avait un grand peuplier devant moi et je m'arrête. Et à ce moment-là, je vois une plume qui descend, mais d'une lenteur. Comme dans Forrest Gump. Comme dans Forrest Gump. C'est un film qui nous unit avec Raphaël. Il faut savoir que Raphaël jouait la VO du film, la bande originale. Et il n'y avait plus rien autour de moi. J'ai juste regardé cette plume qui descendait. Et j'ai compris. Et c'était Raphaël qui me disait, maman, c'est le moment. C'est le moment, je vais m'envoler. C'est le moment. Et après ça, une dame m'appelait, mais je n'entendais pas. Laura m'appelait, mais j'étais complètement absorbée. Et quand elle est arrivée jusqu'au sol, alors j'ai fait OK. Et j'ai vu Laura, maman, on y va. Je dis OK. Je l'ai suivie. Oui, et puis là, on est arrivé dans la chambre.
Et là, on a programmé ce moment des au revoir. Alors, la famille proche est arrivée pour dire au revoir à Raphaël. Ils ont été extraordinaires parce qu'ils m'ont permis de rester, moi et mon mari, seuls avec lui. On avait besoin de rester seuls avec lui. Et puis voilà, ça s'est organisé de manière médicale, avec des médecins qui ont pris toute la bienveillance et tout le temps nécessaire pour que nous puissions, pas nous préparer, mais être en disposition et être prêts à accompagner Raphaël là où il devait aller. Et puis, ça s'est fait très vite. Suite à ça, un ébranlement total, évidemment, de ma part et de mon mari. Tout devient très noir. Je sais qu'on me transporte dans une autre pièce. Je suis soutenue par ma maman qui est arrivée je ne sais pas où. Et alors là, je me suis posée sur un fauteuil. Je suis plus sur terre, je ne sais pas où je suis, mais j'aperçois par une fenêtre un oiseau qui arrive sur l'appui de fenêtre là. Je regarde, mais le regard perdu, le regard terrassé, l'écorché vive là qui apparaît en un coup. Et là, j'ai une image qui m'apparaît comme si Raphaël était devenu un petit garçon, qu'il avait ouvert la porte de mon cœur et qui s'était caché à l'intérieur comme ça. Tout se passe en très peu de temps. Mon regard est dans le vide, mais je vois cet oiseau, je l'observe longtemps et je me mets déjà à parler avec lui. Et je parle. Je lui dis, j'espère que tu es bien arrivé à la lumière, j'espère que tu vas bien, parce que je veux l'accompagner jusqu'au bout. Alors bien sûr, suite à ça, c'est des moments compliqués, puisque il est pris en charge, on le prépare, et alors il y a un service incroyable qui vient pour la fratrie, avec une petite valisette. On fait une empreinte de Raphaël, on remet ce petit bracelet que nous avons tous, qui fait un petit lien, et puis voilà, Raphaël est transporté, et nous allons nous reposer, tant que soit peu, à la maison des parents. Et c'est là que se termine le périple, je dirais, hospitalier. À ta place, Entre vous et moi, nous avons reçu une maman endeuillée, Hélène Risser, qui nous a raconté le décès de son fils dans la nuit. Nous avons reçu Leslie Le Marchal, la sœur de Grégory Le Marchal, qui nous a raconté aussi le départ de son frère. Toutes deux sont venues non pas témoigner de la mort d'un proche, mais de la vie qui continue. Et désormais, nous sommes à l'instant où Raphaël a quitté cette vie terrestre-là. La question qui me vient, c'est pourquoi avoir choisi de m'envoyer un message? Pourquoi avoir voulu relater le départ de Raphaël? Parce que je pense que je vais partir par une phrase que je me suis dite pendant cette semaine-là, c'est « ta mort ne sera pas vaine ». Je ne sais pas ce que ça voulait dire très exactement, et souvent en tant que parent, je pense qu'il y a cette nécessité de perdurer la présence de notre enfant de différentes manières. Moi, ce que j'ai reçu, c'est un appel de Raphaël à ouvrir mon cœur et à me rendre compte que effectivement la vie ne s'arrête pas. Le côté antagoniste de la vie, la mort, c'est un passage. Et que, en fait, il y a le plus grand que soi qui est là. Et que ce message d'amour-là, ce message d'amour qui m'a permis à moi de m'ouvrir à la joie, de m'ouvrir totalement dans mes émotions, dans mes possibilités, en fait, il a rallumé mon cœur. Donc mon cœur s'était éteint, il a rallumé mon cœur. Et ce message d'amour-là, je pense que pour beaucoup de parents, il n'existe pas toujours. Parce que dans cet appel-là, dans cet amour-là, j'ai reçu un accueil total de ce que je suis, un espace d'écoute, un espace où je peux être entendue. Et je pense que je côtoie beaucoup de parents endeuillés qui ne sont pas entendus, justement. Souvent, alors ça fait très peur la souffrance d'un parent qui a vécu cela, et souvent on écoute une partie, mais pas tout.
on a besoin d'être entendu, de parler de notre enfant, parce que justement, il est avec nous. Cet amour est un lien qui dépasse toutes les limites. Il y a comme ça un livre de Lita Bassé qui est une maman, c'est ce lien qui ne meurt jamais, mais tout à fait. Et c'est un lien qui offre aussi des possibilités bien plus grandes que ce qu'on l'imagine. Bien sûr pas au niveau terrestre, mais l'âme que nous sommes, j'ai appris à découvrir ça, nous sommes une âme qui s'incarne, qui évolue et qui évolue encore. Et qui prend une dimension tellement grande, j'arrive à peine à toucher du doigt de ce que Raphaël me transmet et me porte. Je sais que son âme, en fait, elle œuvre encore plus maintenant de ce qu'il était parmi nous. Parce que Raphaël était un enfant lumineux. Il portait une lumière très particulière. J'ose dire que pour moi, il venait d'ailleurs, je ne sais pas où, mais il avait une sagesse incroyable. Donc non seulement il nous a apporté dans notre vie une lumière, il nous a permis de dépasser certaines de nos peurs, certaines de nos limites, mais cela continue. L'amour transporte des choses incroyables et je pense que effectivement je me sens presque, c'est pas un devoir, mais je sens que Raphaël m'encourage, parce que c'est mon chemin à moi, m'encourage à porter ce message-là et à faire comprendre aussi, peut-être à transmettre simplement que l'amour est quelque chose qui est au-delà du lien, qui peut permettre un champ des possibles extraordinaire. Et nous allons évoquer justement cette transformation et peut-être ce message qu'a voulu laisser Raphaël, puisque sa vie devait être courte sur Terre, mais que peut-être cette vie, elle se poursuit autrement. Et c'est ma conviction, et celle que l'on partage avec nombre de nos invités, c'est que peut-être l'amour d'une vie n'est pas forcément ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, mais comme dirait Saint-Exupéry, l'invisible pour le cœur en fait. Est-ce que tu penses que la mort de Raphaël, c'est un cadeau qu'il t'a fait pour que tu comprennes autre chose de cette vie et que finalement, peu importe si sa vie a duré si peu de temps sur Terre, il t'a transmis quelque chose d'inestimable, que tu comprennes et que tu transmettes à d'autres, notamment à des parents peut-être endeuillés qui nous écoutent. Alors oui, complètement. Alors, tu as fait appel à Saint-Exupéry. Alors évidemment, ça c'est assez étonnant parce que ce livre nous lie, moi et Raphaël, totalement. Et c'est assez incroyable. Mais... Alors oui, je pense que dans le lien que j'ai avec Raphaël, je pense que ce lien qui s'est créé depuis sa naissance, peut-être même avant, il y avait une histoire de transmission, ça c'est clair. Et je pense qu'effectivement, je peux parler de cadeau parce que j'ai une telle reconnaissance par rapport à Raphaël, parce que effectivement sa vie a été courte, mais il nous transmet la valeur d'abord de la vie, parce que c'est un enfant qui aimait la vie, qui dévorait la vie. Et encore maintenant, je sais que je reçois de sa part des intuitions, je reçois des encouragements à oser vivre la vie, parce qu'elle est belle et parce qu'elle est surtout fragile. Et le cadeau, c'est... En fait, j'ai toujours eu peur de la mort, moi, quand j'étais jeune. C'était quelque chose qui me faisait très peur. Je pensais que, en fait, on était abandonné de sa famille, qu'on se retrouvait tout seul quelque part. Je ne savais pas trop. Maintenant, je ne peux pas avoir peur de la mort. D'abord parce que je sais qu'on est accueilli non seulement par nos proches décédés, mais aussi par un amour inconditionnel, par des êtres très lumineux, et que ça m'a ouvert une porte sur le tout est possible, en fait. C'est sur oser, ne pas rester sur ses peurs, nous permettre finalement, parfois, on s'imagine souvent qu'on doit faire un tas de choses pour être aimé. C'est aller vers l'amour de soi, cette essence qui est là en moi, et découvrir finalement qui je suis réellement, trouver ma propre vibration et mettre en exergue mon potentiel, toutes mes possibilités. Et ça, c'est très nouveau pour moi. Rien que d'être ici, aujourd'hui. Jamais je n'aurais pu l'imaginer. Jamais. Et je sais que Raphaël, depuis son décès,
Alors, il met sur mon chemin, je fais mon propre chemin, mais il met des lanternes sur ce chemin. Tu crois que c'est lui qui t'a poussé à Oui. nous écrire? Oui, tout à fait. Parce que j'avais ce besoin d'expliquer ce que je vivais, d'expliquer que le deuil d'un enfant, c'est un deuil pour tous même multidimensionnel, d'oser mettre des mots sur ce que l'on vit. Et ce sont des mots qui peuvent être très douloureux, mais aussi très joyeux et très lumineux. D'ouvrir ce discours et de savoir que on a besoin de parler de nos enfants parce que nos enfants nous accompagnent et ils nous poussent parfois à faire des choses que, qu'en temps normal, par nos peurs, par nos doutes, on n'oserait pas les dépasser. Alors que lorsqu'on ressent cet amour vibrant en nous, on sait qu'en fait, on est tellement entouré de cet amour, que tout est reçu avec amour, qu'on est entendu et aidé. Ça nous ouvre un chemin tellement lumineux, où on ose entreprendre des choses qu'on n'aurait pas osé. Et la phrase de Laura prend tout son sens Oui. quand elle te dit que la mort n'est pas la solution, mais elle permet de voir la vie en plus grand. Plus grand. C'est ça, Raphaël a voulu te faire comprendre que ça. la vie, ça n'était pas juste là, ce qu'on voit, s'occuper de son enfant. Non, c'est bien plus grand que ça. C'est bien plus grand. Et c'est aussi se rendre compte que la manifestation du divin est partout autour de nous. Alors que tu n'étais pas du tout spirituelle. Alors moi, je suis dans une famille catholique. On n'allait pas tous les dimanches à l'église, mais avec des traditions. Ça ne me parlait pas du tout à ce moment-là, comme je peux l'entendre maintenant. Du tout, du tout. C'est percevoir qu'en fait, alors je parle de synchronicité, j'aime bien les petits coups du hasard qui ne sont pas du hasard et qui sont là pour me faire prendre conscience non seulement de qui je suis, mais de ce que j'œuvre dans la vie de tous les jours. Quand on perd un enfant, je n'aime pas ce mot-là, mais quand cet enfant prend son envol, on ne sait plus quel être humain nous sommes, on ne sait plus quelle mère je suis, je ne savais plus rien. C'est compte à zéro en fait. Moi, j'ai redémarré ma vie à 43 ans, j'avais 43 ans quand Raphaël est décédé. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je suis là? Pourquoi mon fils s'est envolé et moi pas? Et il m'aide à me rendre compte que tous les jours, et chacun de nous, on fait des choses dans cet amour divin-là. C'est l'amour le plus puissant qui nous amène à des dimensions d'amour comme la compassion, comme l'amour mais dans le sens le plus large en fait, qui ouvre... le pardon. Le pardon, par exemple, oui, le pardon qui est extraordinaire, et de me dire tout ce qui me semblait impossible avant, mais maintenant c'est comme si j'avais baissé les armes. Moi qui étais une guerrière, j'ai baissé les armes, et je suis prête maintenant à accueillir la vie. Et quand on dit accueillir la vie, ça ne veut pas dire que les choses qui sont faciles, c'est tout accueillir, mais je sais que derrière, je suis aidée, et que Raphaël est là, et qu'il y a cet amour qui m'entoure, qui va toujours m'aider. Je peux sombrer au plus bas, mais je sais que la lumière et l'amour est là et que je vais me relever. Ce qui me semblait impossible au moment du décès de Raphaël, moi je pensais que j'arriverais jamais à me relever, mais j'étais totalement portée. Et c'est ce qui se passe souvent. Et moi qui suis institutrice, parfois dans ma vie de tous les jours, alors notamment les enfants, là c'est vraiment les âmes les plus pures, je me rends compte de ce que parfois moi je leur apporte, mais de ce que eux m'apportent aussi. Et alors les éléments comme la nature c'est l'expression du divin avec exposant 1000. Je n'ai jamais eu ce besoin de marcher. Depuis que Raphaël est décédé, j'ai besoin de marcher. Et j'ai commencé à regarder vers le ciel, au-dessus des arbres. Et je me suis rendu compte que je passais mon temps à regarder les arbres, les oiseaux et le ciel. Je m'étais connectée là à cet espace-là que je ne regardais jamais avant. Je marchais d'un pas assuré, maintenant je ralentis. Je prends le temps d'être en conscience dans ce que je fais, parce que c'est dans l'instant présent que ça se passe. Et dans l'instant présent que je suis avec Raphaël. Alors, on a bien sûr envie de s'accrocher au passé, parce que ce passé-là, il a existé, il ne disparaîtra pas, mais parfois il est douloureux. Et puis se projeter, c'est dur aussi. Je dois me projeter avec Raphaël, mais comment? Ici, j'essaie plus de me projeter. Je vis l'instant présent et j'accueille ce qui vient. Et parfois, souvent j'ai des cadeaux incroyables, avec... des moments de pure grâce, notamment quand je médite. La méditation, je la faisais un peu déjà avant, suite à mon parcours professionnel. Là, c'est devenu un besoin de tous les jours. Quand tu évoques le divin, Oui. entendons-nous bien, ça n'est pas Dieu. Ça peut être tout à fait autre chose. Qu'est-ce que tu entends, toi, pour celles et ceux qui nous écoutent, dans cette manifestation du divin? Ça veut dire quoi? C'est ce qui nous dépasse. C'est qui est plus grand que soi. On peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler Dieu. Je dirais que c'est une force d'amour, on va dire ça comme ça, qui a un pouvoir incroyable, qui nous anime en fait. Nous sommes partis, pour moi nous sommes tous partis de cet amour divin, je veux dire, comme de cet amour en fait. Et c'est à travers cette expression-là
que nous sommes ici sur Terre. Pour moi, c'est par amour que je suis ici sur Terre. Mais il faut autant souffrir pour toucher du doigt ça. Ah, je ne sais pas trop. Moi, je pense que j'ai pas envie d'associer la souffrance à cette découverte. Parce que ce ne serait pas juste du tout. Moi, je pense que j'ai eu la chance de vivre dans la présence pleine tous mes moments de famille où on était à 4 et encore maintenant. J'ai cette chance-là de ressentir cet amour et probablement aussi parce que ma famille l'a été aussi. Je n'ai par exemple aucun regret. Je sais que j'ai vécu tous les moments avec Raphaël à 100%. Je n'ai rien raté. Pas le moindre petit spectacle, pas le moindre petit moment. J'ai tout vécu. Donc, bien sûr. C'est ça le message. Bien en fait. sûr. C'est de profiter de chaque instant. De tout ce qui se présente devant soi. C'est ce que te redit Raphaël aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire qu'il est parti pour que tu te rendes davantage compte encore Exactement. qu'il est là et Ouais. qu'il faut profiter de chaque instant. Tout à fait. Et d'oser aussi. Ce mot oser est très fort. Parce que oser, c'est aller au-delà de ses peurs. C'est tenter sa chance. C'est prendre le pouvoir de sa propre vie. Être souveraine de soi-même. Ne pas dépendre des autres. Il y a quelque chose qui était très important et que j'ai cultivé, et que je cultive encore chez ma fille, c'est vivre ses rêves. Ne pas s'empêcher parce qu'on a peur, parce qu'on pense qu'on n'est pas capable. Mais on a toute la capacité en nous. Tout est en nous, en fait. On peut l'utiliser, c'est en nous. Il t'a ouvert les yeux? Totalement. En fait, j'ai donné naissance à Raphaël, mais il m'a donné naissance à moi aussi. Totalement. Et à son départ, bien sûr, je l'ai dit, je suis... comment est-ce que je peux dire ça? Je suis bien vivante, hein, mais une partie de moi a accompagné Raphaël. Et cette partie qui est ici, qui a besoin de s'ancrer, qui a besoin d'accepter l'incarnation, est transformée totalement. Je ne suis pas la même qu'avant, et c'est pas parce que je veux renier celle que j'étais avant, mais c'est comme si tous les codes ont été reprogrammés. Et c'est comme si cette transformation, qu'elle soit physique, émotionnelle, et même on va dire spirituelle si on veut dire ça comme ça, c'est une reprogrammation. Mais j'ai l'impression que j'ai ascensionné. En fait, parfois j'ai l'impression que dans le parcours ascensionnel de Raphaël, que je ne peux pas expliquer mot pour mot, j'ai fait ce travail à l'intérieur de moi. Donc, par exemple, les espérances de mort imminente, j'ai lu le livre de Nicole Doron, par exemple, ça me parlait. Et j'ai dit, mais enfin, moi, je n'ai pas vécu cette expérience, mais ce dont elle me parle, j'ai l'impression que je le vis, moi, maintenant. Parce qu'en fait, il y a quelque chose en moi j'ai l'impression que Raphaël, c'est comme si on a ce fil d'argent, je dis souvent, qui est là et qui m'a aidé à moi aussi à faire un effet d'ascension, d'une certaine manière, mais une ascension au niveau du cœur. Parce que c'est là que ça se passe. C'est ce que le docteur Charbonnier nous explique précisément, puisqu'on l'a reçu, et donc il est spécialiste des expériences de mort provisoires. Exactement. Parle. Et effectivement, il nous posait la question de savoir, à la fin de votre vie, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le galon que vous portez sur un costume? Est-ce que c'est votre compte en banque? Est-ce que c'est votre maison, votre château? Ou est-ce que finalement c'est l'amour que vous avez laissé et avec lequel vous partez? Et c'est peut-être ça aussi que Raphaël Tout à fait. te pose. Exactement. Et la fameuse phrase, et je pense que le docteur en parle aussi, c'est « Comment as-tu aimé ?» Qu'as-tu fait par amour? C'est pour moi la seule question la plus importante et essentielle à ma vie. Et c'est vrai que parfois on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose. Et puis quand on s'arrête un petit peu et qu'on observe simplement sa journée, un sourire à une personne, on a écouté quelqu'un, on a aidé quelqu'un peut-être, moi évidemment dans ce milieu des enfants, c'est parfois aider un enfant, aider des parents, et puis alors évidemment dans la vie les choses ne se font pas par hasard, rencontrer des personnes qui vivent la même chose que moi, aider des amis dans quelques circonstances qu'elles soient, œuvrer dans cet amour comme Raphaël l'a fait et qu'il le fait encore, lui il le fait encore en plus grand. Parce que par exemple, Raphaël est un enfant qui aidait tout le monde. Il était, il allait parfois toucher dans les parties les plus sensibles de mon identité, là où il fallait que ça bouge. Par exemple, le lâcher prise. Raphaël savait me mettre comme ça dans une situation où je devais travailler ce lâcher prise. Et alors là, je suis dans le plus grand lâcher prise possible. Il sentait en fait les failles des gens, les failles qui sont pas, c'est pas péjoratif, et il voulait pousser les gens à dépasser sa peur.
Il l'a fait avec son grand-père, il l'a fait avec tout le monde, avec ses amis. Raphaël est même, il voulait aider tous ses copains. Et souvent, il me partageait les problématiques de ses amis parce qu'il aimait avoir, on avait une relation, on était très fusionnels. Et il m'expliquait, mais qu'est-ce que je peux faire, maman, mais comment? Et moi, j'ai dit, écoute, déjà, le fait que tu écoutes ton ami, c'est déjà extraordinaire. Mais il voulait faire plus que ça. Et j'ai reçu un merveilleux panneau de ses amis avec tous des messages. Et je n'ai que des messages. Merci Raphaël de nous avoir aidés. On va garder la tête haute pour toi. Parce que Raphaël, il savait aussi montrer aux autres eh bien, tout ce qu'il y avait de plus merveilleux en eux. Et ça aussi, pour moi, ça compte. Par exemple, par rapport à ma fille, parce qu'il m'aide énormément, c'est de l'aider à trouver qui elle est vraiment, dans sa propre essence. Et aussi encourager à « mais vas-y ma fille, n'aie pas peur ». Et les échecs, enfin ce ne sont pas des échecs, c'est un défi pour aller un peu plus loin. Parce que dans ce que l'on vit, il faut une bonne dose de résilience. Et alors là, devant moi, j'ai un exemple extraordinaire de résilience. Ma fille est quelqu'un d'incroyable. Alors évidemment, elle a dû grandir plus vite, mais elle a une détermination, elle a aussi une façon de penser, de réfléchir, qui est beaucoup plus dans l'instant présent, quand parfois moi je fabule et que je vais beaucoup trop loin, mon mental commence à se mettre en place. Elle est là, hop, elle fixe tout à l'instant présent, ok. Et alors là, je me rends bien compte que Raphaël œuvre en elle. Un autre exemple, par exemple, totalement. Et là où parfois je me rends compte que, bien sûr que Raphaël m'aide, c'est quand je fais mes écrits. Parfois j'ai ce besoin, je vis quelque chose d'intense et j'ai besoin de mettre des mots dessus, j'ai besoin de dessiner. Mais je me rends bien compte que 3 secondes après, je prends un recul et je dis, c'est moi qui ai écrit ça. Parce que évidemment, les mots, et ça c'est hyper important de le dire, c'est que les mots sont hyper importants. Ils résonnent en nous et ils ont un facteur élévateur en fait. On n'est pas seul en fait. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Et Raphaël, comme j'aime l'appeler, c'est un éveilleur de cœur. Raphaël, c'est ça. Il savait éveiller les cœurs autour de lui. Il t'est apparu au moment de son départ de la Terre. Il t'est apparu sous forme de plume, la plume de Forrest Gump. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner qui puissent nous permettre de saisir sa présence au quotidien? Alors, on parlait justement d'apprendre à connaître son identité, à se connaître, on est bien plus qu'un corps. Eh bien, c'était 2-3 jours après son décès, j'étais dans ma cuisine avec ma maman et je sentais toujours comme si ma joue s'endormait ou des petits fourmillements au niveau de ma joue. Et j'enlève mes lunettes et je dis, maman, il y a quelque chose. Et je ne comprenais pas, mais tous les soirs, à partir de ce jour-là, et j'ai la chance d'avoir une amie merveilleuse qui s'appelle Isabelle, qui est énergéticienne et chamane, qui me dit, écoute, quand tu veux, appelle-moi. Mais je n'avais pas... On ne se côtoyait pas beaucoup, on se côtoyait de temps en temps, mais je n'avais aucune connaissance, moi, de ces termes-là, de ce que cela pouvait signifier. Et je lui parle, parce qu'elle a une extrême bienveillance de tout ce que je ressentais, de toutes mes difficultés. Je dis, mais tu sais, Isabelle, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai toujours ça. Elle me dit, mais Sandrina, mais c'est les bisous de ton fils. Et pourquoi le soir? Parce que tous les soirs, on se faisait des bisous du soir. Parce qu'on avait, malgré ces 12 ans et demi, ce besoin de discuter de sa journée, d'un lien très très fort, quoi. Et puis je me suis dit, mais oui, c'est pas bête, mais voilà, ça passe, mais je sens quelque chose dans mon cœur qui se passe quand même. Et ça se reproduit, et ça se reproduit. Et elle me dit, mais tu sais, ce que je peux te conseiller, c'est tu te mets dans sa chambre, ou où tu veux, et puis tu t'installes, et tu fixes un point dans la pièce, et tu te laisses aller comme ça, et tu peux fermer les yeux si tu veux. Et là, j'ai commencé à faire ça tous les jours. Donc c'était un état méditatif, on va dire. Et alors je sens ça de plus en plus. Et je sentais cette joue de plus en plus frétiller, mais pas que. Je commençais à sentir des choses autour de moi et je ne comprenais pas très bien. Et puis j'ai commencé à sentir mes mains qui tout d'un coup avaient quelque chose qui se passait, mes mains commencent à se relever en pleine méditation, je ne contrôle rien du tout. Je commence à comprendre et j'essaie de comprendre ce qui se passe. On m'en parle de magnétisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai jamais parlé de ça. Et puis, suite à ça, j'étais dans le bureau de Raphaël. Et tous les soirs, j'avais besoin de me mettre là. Et je parle à Raphaël, comme j'ai toujours fait. Je lui explique ma journée, je lui explique ce qui se passe. Et j'avais vraiment un vrai dialogue avec lui. Et ce que je faisais à ce moment-là, c'est que j'écrivais tout ce qui me venait. Et je pense qu'on dit souvent que quand un être prend son envol, en fait, il change de vibration, il ascensionne. Et qu'au début de son départ,
on le capte plus facilement parce qu'il est sur un chemin d'ascension. Et vraiment, là, je ressentais énormément. Il y avait des effets de lumière. Et ce jour-là, j'étais dans son bureau et je parle à Raphaël. Et à un moment donné, je comprends qu'il veut se manifester sur une des lampes de son bureau. Mais j'étais quand même un peu inquiète. Moi, je suis quelqu'un d'assez anxieuse. Mais j'avais peur et pas peur. Et je dis à mon mari, je dis, écoute, viens, il faut que tu viennes. Il ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Je dis, écoute, mets-toi là. Raphaël me dit on va voir. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un spot à droite et un spot à gauche. Ce spot à droite était allumé. Il s'éteint tout doucement. Et c'est celui de gauche qui s'allume. Là, je ne pouvais pas dire que Raphaël n'est pas là. Et j'ai compris. Je dis, mais en fait, il est en train de se manifester pour me faire comprendre que maman, ce que tu crois qu'est éteint, tu crois que la vie, elle s'est éteinte, mais en fait, elle est toujours là. Je suis allumée, je suis là. La vie a continué et j'ai trouvé un espace de lumière beaucoup plus grand. Je suis là. N'aie pas peur, je vais bien. Donc, il y a eu ça. Alors, il n'y a pas très très longtemps. C'est arrivé 2 fois, ça. Où, comme tous les soirs, je m'installe dans le bureau de Raphaël, j'allume une petite bougie, je mets un état méditatif, j'apprends à découvrir aussi, là où je disais que j'ose dépasser mes peurs, j'ai toujours chanté depuis que je suis enfant, ça fait partie de ma vie, et là, de par cette inspiration, de par certainement ma famille catholique, on va dire, je me revois retourner dans les églises, et il y a quelque chose qui se passe de très fort en moi, et je ne sais pas pourquoi, je me dis, mais pourquoi j'irais pas chanter, comme j'ai toujours voulu chanter dans une chorale. Et là, j'appelle le prêtre d'une paroisse qui me dit, mais venez. Le dimanche après, on se rencontre le dimanche après, j'étais devant l'église en train de chanter devant tout le monde. Je ne connaissais pas tous les chants. Et je ne sais pas, je me sentais inspirée par ça. Et je le fais toujours aujourd'hui. Et je me rends compte que ma voix, quand je chante, je suis tellement sereine. Ça me fait tellement de bien. Et le retour des autres personnes me dit, mais merci de vos chants. Pas de mes capacités vocales et de ma technique, de ce que je transmets. Et ma maman, ma fidèle maman, qui m'accompagne tout le temps et qui est là, elle me dit, mais tu sais, parfois, je ne retiens pas mes larmes, parce qu'on entend dans ta voix tout ce que tu portes. Et en fait, elle me disait, je pense que c'est très vrai, c'est que tous les chants, tous les mots, elle dit, tu les fais vibrer. Parce qu'évidemment, ils ont un sens pour moi. Ça peut être pas forcément des chants catholiques, hein, ça peut être des chants tout à fait différents. C'est-à-dire que j'ai découvert la puissance des mots. Et la puissance des mots qui est porteur, qui est élévateur. Et pour revenir à Raphaël, donc dans ce fameux bureau, donc souvent, parfois j'écris simplement ce que je suis en train de vivre, et parfois, il y a des mots qui me viennent, et qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de Raphaël. Et je les écris. Alors, je n'essaie pas de comprendre, quelle que soit la méthode, parce que je pense qu'il ne faut surtout pas essayer de comprendre. Il faut se laisser aller, et il faut accueillir. Parfois, j'accueille, parfois je n'accueille pas, mais je laisse aller. Et je fais aussi des chants intuitifs. Parce que je sens que mon âme s'exprime à travers ces chants. Et c'est un moment en général où je me sens totalement connectée à mon cœur, à Raphaël. Et à cette dimension d'amour. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça l'amour inconditionnel. L'amour qu'on ne touche pas exactement physiquement, dans sa chair, mais qui nous entoure. Qui nous entoure. Et qui est toujours là. Et à qui on peut s'abandonner. Ça, c'est nouveau pour moi. Je peux m'abandonner à cet amour inconditionnel, déposer ce qui est trop lourd pour moi. Parce que je sais que tout est accueilli. Et malheureusement, sur notre terre, tout n'est pas toujours accueilli. Et parfois c'est une maladresse, hein, mais déposer ma souffrance de maman à quelqu'un qui ne l'a pas vécu, c'est dur, c'est douloureux. Et je peux comprendre qu'on n'a pas forcément envie de tout recevoir. C'est normal. Mais ce que j'espère pour tout parent, parce que moi j'ai cette chance-là, c'est d'avoir une écoute pleine. L'écoute pleine, c'est l'écoute comme vous faites maintenant. C'est-à-dire qu'on écoute, on laisse la parole à l'autre sans se mettre soi-même en avant, sans essayer de lui dire quoi faire. Parce qu'en fait, on ne sait pas quoi dire à l'autre parent. On ne peut pas lui dire quoi faire. C'est impossible. Mais savoir tout écouter, tout recevoir. Et là, le partage est intense. Le partage est immense. C'est un acte d'amour, en fait, ce qu'on est en train de faire. C'est un acte d'amour qui dépasse cette pièce, qui dépasse tout. Et c'est peut-être le message de Raphaël qui t'a vu souffrir, qui a vu ses parents, sa sœur souffrir, et qui, de la même manière, voudrait dire à d'autres familles qui vivent ce deuil ou qui vont peut-être le vivre,
de les rassurer, de leur dire que la maladie, la mort n'est pas une fin en soi. Et c'est peut-être réapprendre la vie sans avoir peur C'est ça. de tout englober, parce que la vie existe, parce qu'elle a une fin terrestre aussi. Tout à fait. C'est pour ça que tu es venue? Entre autres, oui. C'est essentiellement pour ça, clairement. Et peut-être que je ne l'ai pas encore vraiment découvert. Parce que, quand je te disais, j'apprends pour l'instant à dépasser tellement de peur, à faire des choses improbables, que parfois c'est en l'ayant fait après que je me rends compte de ce qui se passe. Oui, c'est pas un chemin, Non. J'allais dire, aligné, simple. Non. C'est fait de haut et de bas, C'est fait de haut et creux. bas. Exactement. Euh, Et c'est ça qu'il faut accueillir. Ouais. Et ne pas prendre ça comme un creux. En fait, il est utile, ce creux. Il est utile parce qu'il va nous permettre de prendre conscience d'autre chose et d'ouvrir ce cœur toujours plus. Et d'avoir confiance. Et d'avoir confiance. On peut tomber très très On peut bas, tomber très très bas. mais tu sais désormais que Ouais. tu remonteras. Je sais que je remonterai toujours. Parce que c'est tellement intense. Et il y a cette chanson que je chante souvent. Je crois peut-être plus pour moi que pour Raphaël. J'ai souvent la chante pour Raphaël, c'est Garde confiance. Elle a tellement son sens. C'est aussi lié à un film qu'on avait vu ensemble. Et cette chanson, en fait, elle exprime quoi? Elle exprime que garde confiance en la vie, garde confiance en toi, garde confiance dans cette promesse d'amour qui sera renouvelée tous les jours. C'est une promesse d'amour qui ne s'arrêtera jamais. Garde confiance, je suis là. Garde confiance, ose faire des choses que tu n'aurais jamais faites auparavant, par peur, par crainte, par doute. Aie confiance en toi. Parce que ça, parfois, je manque souvent, de confiance en moi. Mais je sens qu'il a des ailes d'ange, Raphaël. Hein. Et parfois, il me fait dépousser des ailes à moi aussi. Et moi, je le remercie d'être venu, parce que c'est des phrases que j'ai besoin d'entendre aussi. Donc peut-être qu'il est venu aussi nous le dire à nous. Certainement. Je rebondis sur une chanson qu'il aimait beaucoup, qu'il aime toujours, Trouble de Coldplay. Et Trouble, je l'ai écouté juste avant de faire cette interview. C'est un groupe que j'adore et qui mentionne notamment le fait de dire « J'espère que je ne vous ai pas causé de problème. J'espère que je ne vous ai pas causé trop d'ennuis. » Si tu savais, Raphaël. Je ressens je ne pourrais pas comment dire, une telle reconnaissance de la voir dans ma vie. Une telle qui m'ait choisie comme maman. Parce que je pense que nos enfants nous choisissent. Comme on se choisit dans notre vie ici. Parce que bien sûr, non seulement je prends conscience de qui je suis, mais maintenant mon rapport avec mon mari, avec ma fille, c'est un rapport d'âme à âme. C'est qu'on se voit réellement. Et je ne sais pas comment je vais pouvoir... il n'y a peut-être pas besoin de ça, mais je suis tellement dans la gratitude. Je ne peux pas vous exprimer à quel point je suis dans la gratitude. Et j'espère que chaque jour, ce flambeau de lumière que Raphaël m'a transmis là, que j'arrive à le porter haut et fort. Pas seulement en son nom, mais aussi en nom de Sandrina. Parce que je suis mère avant tout, mère entre terre et ciel, mais aussi une femme qui a des choses à faire en fait. Ici-bas. Ici-bas. Et accepter d'être ici sur cette terre en confiance, même si la terre n'est pas facile à vivre, mais il y a tellement à faire sur cette terre pour œuvrer dans cette lumière d'amour et ouvrir les cœurs, ouvrir les consciences des gens et leur faire prendre conscience que cet amour est en eux. Il ne faut pas chercher ailleurs, il est en nous. Mais il faut pouvoir, pour pouvoir le trouver, il faut pouvoir parfois baisser les murs de colère, d'ego, évidemment. Alors l'ego, on en a besoin, on est des êtres humains, mais si on arrivait un petit peu diminuer le curseur là, il y a la peur de l'inconnu, et moi je dis souvent, mais derrière c'est tellement beau. N'ayez pas peur, ça aussi c'est très important, n'ayez pas peur. Et ce flambeau que Raphaël t'a transmis, tu nous le transmets. Complètement. Et on vous le transmet. C'est ça entre vous et moi. Bien sûr. C'est le cercle de la vie. Exactement. Avant de se quitter, un mot. Ton mot préféré. Ah, ce sera amour. Celui que tu détestes. Haine. Ton gros mot préféré.
C'était pas dans mon habitude. Oh, qu'est-ce que je pourrais dire? Allez, merde. Ouais. Ta musique préférée? Il y en a beaucoup. Mais alors, je vais citer celle-ci parce que forcément, elle a beaucoup de sens. C'était une des berceuses que je chantais à Raphaël et que j'ai chanté aussi à Laura, et qui pour moi est universelle. C'est S'il suffisait d'aimer, donc interprétée par Céline Dion, et c'était une chanson de Jean-Jacques Goldman, parce que pour moi, elle dit tout. S'il suffisait d'aimer, tout serait possible. S'il suffisait d'aimer. Il suffisait qu'on s'aime. C'est celle-là. S'il suffisait d'aimer. Et tu lui dirais quoi à ton petit Raphaël, là, qui est là? Tu vois, Raphaël, j'ai réussi à le faire. Tu vois, Raphaël, je suis entendue. Et je suis tellement fière de... C'est pas de la fierté, c'est bien plus. De porter ce flambeau, d'être ta maman, et je vais continuer à le faire jusqu'à mon dernier souffle. Et puis après, on continuera ensemble et tu me montreras le chemin, quand ce sera le moment pour moi. Alors si vous nous entendez, si vous nous écoutez, si vous aussi vous vivez ces moments-là, ce qu'on peut peut-être dire, c'est n'ayez pas peur, ça va aller. Oui. On est tous ensemble, voilà. Exactement. Merci infiniment. Merci Dominique pour ta bienveillance, ta gentillesse et pour m'avoir pris ce moment de parole et de m'avoir écouté pleinement. C'est un cadeau que vous m'avez fait. Merci vraiment. J'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de vous, enfin vis-à-vis de toi, pardon, j'ai du mal. C'est vraiment, là, je ressens beaucoup de choses et merci. Merci à Raphaël et à toi de nous avoir écrit. Merci beaucoup. Entre vous et moi, osons. Osons vivre, aimer, osons faire valser les cases qui nous emprisonnent. La vie est tellement plus vaste que ce que nous osons en voir. Merci à toi, cher Raphaël, de nous ouvrir les yeux. Alors abonnez-vous à Entre vous et moi, nous vous répondrons. Dites-nous si vous aimez nos émissions et osez le faire savoir autour de vous. Si le cœur vous en dit, faites-nous un don pour soutenir Entre vous et moi dans le lien en description sous cette vidéo. Merci.